Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Baby Story. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Cam Makeup, une mamange, et je suis très heureux de traiter d'un sujet vraiment très important, le deuil périnatal. Salut! Hello! Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. C'est gentil. Je t'en prie. Ah je vois en plus qu'on m'a préparé un petit déjeuner. Écoute, il fallait bien qu'on t'accueille un minimum, quoi. C'est gentil, fallait pas, merci beaucoup. Il y a des chats? Oui. Alors, Mes toi, deux petites filles. Moi, je suis passionnée de chats. Ils sont trop beaux. Merci. Il y en a des animaux, j'entends des oiseaux aussi. Oui, oui. Aïe. Ça y est, on avait marre. Ça va pas durer longtemps. Oui, il y a des oiseaux. Oui, oui, on aime bien les animaux, quoi. Ça fait de l'ambiance à la maison. Bon, merci en tout merci. cas encore. J'adore les tasses Mickey Minnie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous, du coup? Alors moi, je connais mon mari, enfin, on se connaît depuis que j'ai 11 ans. Non. Ouais. Vous êtes en couple depuis que t'as 11 ans? Non, pas. En fait, je l'ai rencontré quand j'avais 11 ans. Et déjà, à cet âge-là, quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Alors qu'à 11 ans, tu ne penses pas à ces choses. Et non. je l'ai trouvé super beau. Donc t'étais amoureuse de lui à l'école? Franchement, j'étais secrètement amoureuse de lui quand j'étais toute petite. Mais jamais j'aurais pensé que ça serait mon mari. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Donc c'est vraiment une belle histoire parce que pour le coup, c'est un peu le seul homme de ta vie. C'est ça, en fait, on s'est connus depuis que j'étais toute petite, quoi. Il a été là tout le long de ma vie. C'est mon repère, en fait, si tu veux. Depuis que je suis toute petite. Et il a toujours été la personne qui me fait rire. Et ça a été une évidence, quoi, qui termine à mes côtés, tu vois. Et avec ce qu'on a traversé, du coup, la perte de notre fils, heureusement qu'il était là, quoi. Vraiment, vraiment. Vous êtes trop choupis, les puces. Ça m'émeut parce que... Oh non, ne commencez pas à me faire pleurer dès le début, s'il vous plaît, pas au petit déjeuner. Hein. Oh non! Je suis désolée, vraiment. Quand je parle de mon mari, oui. Et surtout de mon fils, ma gorge se noue, quoi. Oh là là, j'ai déjà des frissons, mais en train de boire mon pied, punaise. Allez, on mange, on boit, hein, et on se... On s'est reparti pour... je sais pas pourquoi, mais... Punaise. Non, mais en tout cas, c'est beau. Franchement, c'est une belle histoire, parce que tu vois, de nos jours, on vit tellement dans un monde et des sociétés où... la fidélité n'existe plus, les gens... C'est horrible, hein, les valeurs humaines disparaissent. Ouais. En tout cas, trop content de faire cet épisode ensemble. Et on va pouvoir te découvrir aujourd'hui, parce que toi, du coup, tu es youtubeuse, comment on peut dire, make-up, paranormal. Ouais, c'est ça. Tu as plein de cordes à ton arc. Ouais. Et puis, depuis quelques temps, c'est vrai que ce que tu as traversé, tu en parles aussi pour aider d'autres mamans. Donc, on va vraiment, je pense, apprendre beaucoup de choses. Merci à toi, Jérém, de parler de ce sujet-là. Ils sont trop beaux, ces chats. T'as vu, elles sont belles, hein. Et tu sais, elles ont une petite histoire. En fait, dès qu'on a perdu notre fils, quand je suis rentrée à l'appartement, ça m'a fait un énorme choc parce que j'avais pas de bruit de bébé. Et donc du coup, un jour, je me suis levée et j'ai vu des chats chez moi. Elles étaient toutes bébés. Ça devait être trop mignon. Et du coup, le fait de m'occuper d'elles et tout, ça m'a vachement aidée pour le fait d'être mieux, quoi. Et c'est mon mari qui m'a fait la surprise. Il m'a vu tellement triste que il me les a ramenées. Elle est adorable, elle. Ouais, Saphir et Snow. Je vois qu'il y a une pancarte, enfin il y a un petit tableau, un cadre, Malek. Ouais. Donc Malek, c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Ouais. Ça veut dire quoi cette... je ne parle pas arabe, hein. À part salam alaikum, salam rabes, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, ces deux cadres-là m'ont été offerts par deux de mes abonnés. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de cadeaux pour m'aider, en fait. Il y a marqué « Inna ilahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est à Dieu que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Alors Malek, du coup, c'est un prénom que vous avez choisi tous les deux avec ton mari? Oui, en fait, Malek, ça veut dire ange en arabe. De base, c'était pas du tout un prénom que je voulais donner à un de mes enfants. J'avais pas prévu ça. Et avec son destin tragique, il fallait qu'il ait un prénom particulier, tu vois. Et Malek, en fait, c'est venu vraiment une évidence. Un ange, quoi. C'est un ange, mon fils. Donc, Malek. Alors, on va parler donc du deuil périnatal, puisque c'est ton histoire et c'est le sujet aussi de cet épisode. Est-ce que tu peux donc nous expliquer, on va essayer d'y aller étape par étape. Donc, tu apprends, c'était quoi, il y a un an?
Oui, pratiquement, oui. Donc tu es enceinte. Oui, ça y est, j'imagine beaucoup de joie au départ. Trop, trop. Et donc on a vite pris un rendez-vous pour faire l'échographie. Et là, le rêve s'est transformé plutôt en cauchemar. J'ai vu le visage de la sage-femme, il a changé quoi, tu vois. Et là, je commence à voir la panique dans ses yeux, donc forcément, je prends toute sa panique et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle n'a pas de réponse. Elle dit, il y a un problème. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un problème. Donc là, moi, positive vibe, j'essaye de rester positive, tu vois. Et je me dis, non, il n'y a pas de problème et tout. Et en fait, elle dit que l'hôpital n'est pas assez compétent. Donc, ils vont m'envoyer dans un hôpital spécial pour les grossesses difficiles. Donc là, tu commences à te dire, mais attends, oui, c'est hyper angoissant. On était à combien de semaines là de Là, on grossesse? était à un bon 3 mois. Hein. Un bon 3 mois. Quand même, 3 mois. Ah ouais, ouais. J'ai fait beaucoup d'examens, beaucoup de prises de sang. Ils ne trouvaient pas pourquoi. Et en fait, le problème, c'était que j'avais un manque de liquide amniotique, presque pas de liquide amniotique dans mon ventre. Et c'était terrible pour l'enfant, tu vois. Sans liquide amniotique, les reins ne se développent pas, tous les organes ne se développent pas correctement. Et même le corps du bébé ne peut pas se développer correctement. Mais ça vient de quoi ça? Ça veut dire que ton corps n'a pas créé le liquide amniotique? Comment c'est possible qu'il n'y en ait pas? C'est du hasard? Ça peut arriver à n'importe qui ou c'est parce que tu avais un problème de santé? Alors moi pas du tout, j'ai pas de problème de santé, Dieu merci. En fait, ça a été à la conception. On m'a dit plus tard, après beaucoup d'examens, que c'est à l'ovulation. Il y a eu un choc et donc du coup, ça a créé le syndrome de Potter. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et en fait, au début, donc ton corps crée du liquide amniotique lui-même, mais c'est qu'après ton enfant prend le relais. Sauf que moi, le mien, comme il n'avait pas de rein, absence totale de rein, et il n'y a pas de pipi, et c'est le pipi qui fait le liquide amniotique, etc. Ouais, c'est tout ça. J'apprends plein de choses, moi. Le syndrome de Potter, j'en ai jamais entendu parler. Moi, je connais Harry Potter, mais... Oui, moi aussi. Tu sais que je suis une grande fan d'Harry Potter, une très grande fan. Alors, j'imagine que quand on parle du syndrome de Potter, tu sais pas ce que c'est. Donc, on va t'expliquer, donc, après c'est tous ces rendez-vous, que ton fils Malek est atteint donc du syndrome de Potter qui concerne, je crois, seulement 1% de la population. C'est très rare. C'est très très rare. C'est tombé sur nous. Du coup, c'est quoi alors ce syndrome de Potter? C'est ce que tu m'as expliqué. Absence totale des reins. Et en fait, le problème, c'est que les reins, donc liquide amniotique, et donc le liquide amniotique développe les poumons. Sauf que sans liquide amniotique, les poumons restent tout petits, ils ne se développent pas. Donc c'est pour ça que mon fils, quand il est né, il a pu respirer, il a pu vivre quelques temps jusqu'à ce qu'il puisse plus respirer vu qu'il avait des tout petits poumons par rapport à son corps, tu vois. Oh là là. Et donc, du coup, ce qui était assez impressionnant, c'est que dans l'échographie, mon fils avait un énorme cœur qui prenait toute sa cage thoracique, étant donné que vu qu'il n'y avait pas des tout petits poumons, le cœur a pris toute la place de la cage thoracique. Il avait un énorme cœur. Donc son cœur fonctionnait parfaitement, les battements parfaits. C'est juste les reins. Les reins qui ont fait que ses poumons ne se développent pas correctement. C'est pour ça qu'à la naissance, au bout d'un moment, il a perdu de l'air, tu vois, et il s'est éteint. Et du coup, et le choc a commencé en fait quand enfin j'ai eu la réponse, parce qu'il faut dire que ça a duré un mois et demi où j'étais dans le doute. Est-ce que mon fils va vivre? Est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce qu'il a en fait? J'étais dans le doute total. Je vois c'est une gynécologue. Elle me regarde et elle me dit on sait ce qu'a votre fils. Et c'est là où elle me dit par contre, il n'y a aucune chance de survie. Votre fils va mourir. On ne sait pas quand, on ne sait pas, voilà, mais il va mourir. Là, cette annonce, moi j'ai fondu en larmes, direct, complètement. Quelle horreur. Et mon mari, il parlait pas, il est resté comme ça. Et il a dit, excusez-moi, vous avez une chaise? Et je savais qu'il allait tomber dans les pommes. Il est parti s'asseoir et il est tombé par terre. Je ne savais plus entre pleurer, m'inquiéter pour mon mari. C'était une scène, mais je venais d'apprendre que mon fils allait mourir, tu vois. Donc déjà, gros choc. Et là, on me demande, on fait quoi? Sauf que moi, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, on t'a proposé d'avorter? Tout de suite. Tout de suite. Et on m'a même incité. Parce que du coup, le bébé n'avait pas de... Enfin, il allait mourir, quoi, tu vois. Donc ça servait à rien. Ça doit être horrible de prendre cette décision parce que moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Je me serais dit, peut-être, pour ne pas souffrir, j'avorte, mais d'un côté, j'ai envie d'y croire et peut-être qu'on peut le faire vivre. C'est exactement ça. On me demande carrément de prendre une pilule ou de venir faire un curetage pour qu'on m'arrache mon fils. Et cette décision, c'est moi qui dois la prendre. Elle repose sur mes épaules, tu vois. Je suis incapable de mettre fin à ma grossesse. Incapable. Parce que j'aurai tout le temps des
Ouais, mais peut-être qu'il aurait survécu, peut-être qu'en attendant... Et je veux pas vivre avec des peut-être dans ma tête. Donc, tout de suite, ça a été une évidence. Et du coup, j'ai dit à mon mari, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et il m'a dit, peu importe la décision que tu prendras, je sais que ça sera la meilleure pour notre fils. Moi, j'ai dit, on le garde. Je le garde. Jusqu'à la fin. Même s'il faut voilà, qu'il meure dans mes bras, je suis sa maman. Alors, il n'y a pas de mauvaise décision à prendre parce que j'ai beaucoup de mamans qui regrettent, qui m'ont envoyé des DM en me disant « Cam, je regrette, j'aurais dû faire comme toi. » Non, il n'y a pas de bonne décision à prendre. Tu as pris la décision que toi, tu ressentais, tu vois. Moi, je ressentais que j'avais besoin d'accompagner mon fils jusqu'à son dernier souffle. Et c'est un traumatisme quand même de voir son bébé mourir, tu vois. C'est vraiment quelque chose, faut le faire, tu vois. Et faut vivre avec. Et donc, je vis avec mon fils, mon ventre grossit, et donc les gens commencent à me dire félicitations dès qu'ils me croisent dans la rue. Oh mon Dieu, mais félicitations! Ça doit être terrible, hein, les premiers messages de félicitations. Alors moi, j'ai pas annoncé ma grossesse, justement parce que je savais que j'allais perdre mon fils, et tout le monde allait me dire, mais mon Dieu, félicitations, etc. Donc ni à ma famille, ni à personne, pour mon premier bébé, quoi, tu vois. Et donc, ouais, on a gardé ça pour nous, on a essayé de vivre ça le plus positivement possible, malgré que c'était que des mauvaises nouvelles, tu vois. À chaque échographie, on me disait bah, toujours pas de liquide et toujours pas de rein. Donc on est sûr que votre fils va mourir, quoi. C'était terrible à vivre. Je portais en même temps la vie et je portais la mort, quoi. Ouais. Et en fait, tu te sens défectueuse. Enfin, moi, je me suis sentie défectueuse en tant que femme. Même vis-à-vis de mon mari, tu vois, je me suis dit, punaise, quand même il y a de la culpabilité parce que tu te dis, pourquoi moi, quoi? Ma sœur vient d'accoucher de ces deux petits bébés, pourquoi moi j'arrive pas à faire mon bébé qui soit en bonne santé, tu vois, quand il y a une culpabilité, tu vois. Et je me dis, mais par ma faute quand même, mon mari va vivre des périodes très sombres dans sa vie, tu vois. Oui, mais faut pas se dire ça. Mais tu te le dis. À 7 mois de grossesse, tu commences à avoir des contractions, mais vraiment horribles. Tu décides avec ton mari de partir à l'hôpital. Oui. La dame voit dans quel état je suis. Elle me prend tout de suite ma tension. J'étais à 16 de tension. Elle m'a dit, là, il y a un problème. Elle mesure et j'étais dilatée à 3. Elle m'a dit, madame, c'est pour maintenant, félicitations. Elle savait pas. Elle savait pas. Parce qu'ils n'ont pas tous mon dossier. Bah oui. Tu vois. Et je lui ai expliqué. Encore un félicitations, malheureusement, auquel il faut faire face. Et malheureusement, ils savent pas, donc je peux pas leur en vouloir, tu vois. Mais c'est terrible parce que tout le monde est content et heureux, tout le monde rentre dans la salle et puis après, tu vois les visages changer. Et l'autre qui lui raconte et du coup, elle te regarde et elle fait... Tu vois, et ça, je déteste. Du coup, c'est l'heure. C'est l'heure, en même temps, je suis trop contente parce que je vais enfin savoir le sexe de mon bébé. Et enfin, je vais pouvoir le rencontrer. Mais je sais que je vais devoir lui dire au revoir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas s'il va vivre encore 1-2 jours, ça dépend de ses poumons, de la taille de ses poumons. Ou s'il va vivre 1 heure ou 30 minutes, ou même pas, si ça se trouve, en 1 seconde, il ne va plus pouvoir respirer avec ses tout petits poumons. Et donc du coup, pause de péridurale, mon mari était là à n'importe quel moment. J'ai pas eu de nausées, j'ai rien eu, aucun mal-être de la grossesse et l'accouchement a été incroyable. C'est pas le pire souvenir que j'ai de ma grossesse et avec mon fils. C'est pas le pire. Je dirais même que c'est le meilleur souvenir que j'ai avec lui. Quand je l'ai rencontré, ils me l'ont mis, on a fait du pot à pot et il était là et on a profité, etc. C'était trop beau, franchement. Puis après, malheureusement, j'ai senti qu'il agonisait un peu, tu vois. Je suis désolée. J'ai vu mon fils mourir. Et j'étais impuissante. Si on m'avait dit tu te coupes un bras pour donner de l'oxygène à ton fils, mais punaise, je me le serais arraché mon bras. Et en fait, j'étais impuissante et je vois mon bébé agoniser sur ma poitrine. Et je lui dis, ça va aller, mon cœur, maman est là, papa est là. On est là jusqu'à la fin, mon chéri. Et après, il n'y a plus rien. Et il commence à devenir très froid sur moi. Et j'ai compris que
Et en fait, quand mon fils était en train d'agoniser, mon corps a réagi et j'ai commencé à trembler de tout mon corps. Je claquais des dents et j'ai même cru que j'allais faire tomber mon fils tellement je tremblais. Et j'ai regardé mon mari, j'ai dit Nab, et il m'a dit t'inquiète pas, ça va, ça va, ça va. Il caresse Malek et lui dit on est tellement fiers de toi que tu aies pu rester avec nous au moins ces 30 minutes. On a profité de toi. Bravo mon fils, t'es un guerrier. Et on lui a dit au revoir. Ça a dû être abominable. Mais t'es quand même contente, tu l'as rencontré. Ouais, j'ai eu cette chance. Il y a beaucoup de femmes qui malheureusement n'ont pas eu cette chance d'accoucher de leur bébé vivant. Et c'est terrible d'accoucher de son bébé voilà, décédé malheureusement. C'est terrible parce qu'on n'a pas eu, tu vois, la chaleur du corps, il est tout de suite froid et non, Dieu merci, j'ai eu de la chance dans mon malheur, tu vois. T'as été vraiment hyper courageuse et... Merci. Et je voudrais savoir comment ça se passe, tu sais, le personnel médical, ils sont, j'imagine... Est-ce que c'est des gens qui sont spécialement formés pour ce type de situation? Non. Ce ne sont pas des gens spécialement formés, mais comme c'est un hôpital spécialisé dans les grossesses compliquées, ils en ont beaucoup. D'accord. Ils ont beaucoup d'enfants mort-nés, etc., etc. Et elles ont été adorables. Elles ont été extrêmement douces, tendres, affectueuses. Je les remercie énormément si elles tombent sur cette vidéo, mais je les remercie du fond du cœur et je pense encore à elles. Leur douceur, leur affection vis-à-vis de moi et leur soutien ont été vraiment une grande force pendant ce moment terrible. Elles se sont occupées de mon fils comme un bébé classique. Mon fils était décédé et elles lui ont fait des bisous, tu vois, alors qu'il y a des personnes qui pourraient, genre non, tu vois, ça me fait peur. Non, elles l'ont câliné, elles lui ont chanté des chansons. Elles l'ont bercé, sachant que l'âme était partie, mais elles l'ont considéré comme si que, tu vois, c'était tellement beau, tu vois, dans ce moment terrible. Et du coup, après que j'ai accouché, donc elles ont lavé mon fils, elles me l'ont ramené donc avec les vêtements. J'avais pas de vêtements, je savais pas que j'allais accoucher à ce moment-là. J'avais pas de vêtements et du coup, elles m'ont dit il y a une association qui confectionne des vêtements pour les bébés justement et les mamans qui sont dans ce cas-là et tout. Donc elles l'ont ramené dans un petit linge. Petite couverture comme ça, tu sais, c'était pas des vêtements, mais c'était un petit truc improvisé, c'était tellement mignon et ils me l'ont ramené lavé, tout propre, tout beau. Et elles nous ont laissé le temps, tu vois, qu'il nous fallait. Parce que normalement, les salles de naissance, ça s'enchaîne vite, faut vite laisser la salle. Et... Ouais, mais non, mais là, non, tu peux pas. Ouais, enfin... non, là, clairement... non. Là, clairement, elles ont dit, on va se débrouiller avec les autres salles. Bah oui. Et vous restez le temps que vous voulez. Donc moi, j'ai accouché à 23 h. Et c'est à 5 h du matin qu'on m'a dit c'est le moment. Bah, ça doit être horrible. Ça me fait... en tout cas, je suis à tes côtés. Hein. Merci. Non, ça me fait trop de mal au cœur de te voir comme ça. Mais franchement, il faut que tu retiennes que tu as rencontré cet ange qui est toujours là. Et qui sera toujours là. Dieu merci. Et oui, donc à 5 h du matin, ça doit être... Bah, les secondes, enfin... Oui, c'est horrible. C'est passé tellement vite, tu vois, et je leur ai dit, encore un petit peu, s'il vous plaît. Elles sont reparties, 40 minutes après, elles sont revenues. Et elles ont dit, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais vous en séparer, mais vous le reverrez demain. Je vous promets que demain, vous le reverrez. J'ai dit, d'accord. Emmenez-le. J'ai laissé partir mon fils tout seul, parce que moi, pour moi, je devais pas le laisser avec des inconnus. J'avais l'impression que son âme était encore là. Et je disais à mon mari, ils vont l'emmener où? Et ils vont le mettre dans un congélateur. Et il me dit, pense pas à ça, pense surtout que on a rencontré notre fils et que on a été à ses côtés, on a été les dernières personnes qu'il a vues avant de rendre l'âme. Dieu merci. Et Dieu merci, il a vu ses parents avant de nous quitter. J'ai essayé de rester en vie après tout ça, en me disant demain je vais voir mon fils et malheureusement, il savait pas que la chambre mortuaire était fermée le week-end. J'ai accouché un vendredi et il fallait que j'attende 2 jours avant de revoir mon fils.
2 jours. Ça c'est un vrai problème, hein, parce que on vous tient pas au courant. Enfin, tu savais pas. Je savais pas, même elle le savait pas. Ça devrait être ouvert le week-end. Mais bien sûr, pour les mamans qui ont... Bah, c'est atroce. Et puis on m'a dit, je vous jure, demain vous le reverrez. Et elle ne savait pas que c'était fermé. Et moi, je leur ai dit, mais si j'avais su que j'allais pas voir mon fils pendant 2 jours, je l'aurais gardé au moins 30 minutes. Enfin, ça n'aurait rien changé, mais psychologiquement, c'était tellement dur. J'ai attendu ces 2 jours. Mais à la seconde où on m'a dit, et je te raconte un truc. J'ai dit, où est le bâtiment? Où mon fils est? Et il était fermé. Elle m'a dit, madame, il est fermé. Mon mari m'a dit, est-ce que tu veux qu'on casse la porte? J'ai dit, non, chérie, quand même pas, mon amour. Mais je lui ai hurlé. On m'a dit, il est là, dans ce bâtiment, allez-y. Je suis partie à pied. J'étais ouverte. Hein. Donc, j'avais des points de suture. Et j'ai quand même marché jusqu'au bâtiment. Et j'ai hurlé, mon fils, je t'aime. Je ne t'ai pas abandonné, mon fils. Maman est là. À lundi, mon bébé, à lundi. Et je suis repartie dans ma chambre à attendre les minutes pour revoir mon bébé. Et ce jour-là est arrivé, du coup, lundi, 14h. Enfin, je vois mon fils et je le reconnais pas. C'était un bébé tout congelé. C'était pas mon fils. Il était tout congelé, tout. Et puis ça se voyait que sur son visage, il avait les sourcils froncés. Enfin, ouais, c'était vraiment... Tu vois? Et je regarde mon mari, j'ai dit, mais attends, il était vivant quand on l'a mis dans le congélateur. Je comprends pas ça. Son corps a réagi au froid. Il avait les poings serrés, comme ça, vraiment pas content, tu vois? C'est une image terrible que j'ai dans ma tête. Et je l'ai réchauffé, je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai réchauffé et en fait, petit à petit, son visage a commencé à se détendre, tu vois. Et j'ai retrouvé le visage de mon fils. Et pareil, on nous a laissé 4 heures dans cette salle, comme une salle de classe, mais sans chaise. 4 heures avec notre fils et le monsieur, il a dit, c'est le moment. Donc encore, j'ai laissé mon fils et 2 jours après, on a dû passer à l'enterrement, tu vois. J'ai pas les mots, franchement. Ça fait beaucoup d'au revoir, en fait. C'est ça, je pense, qui est dur. Et comment on trouve la force à ce moment-là? Parce que moi, je sais pas si j'aurais pu, tu vois, revoir mon enfant. Toi, tu avais vraiment besoin, hein, de le voir, même parce que c'est des images terribles, finalement. C'est terrible. C'est des images terribles qui resteront à vie dans ma mémoire. Mais en fait, quand j'ai vu mon fils pour la première fois, je suis tombée amoureuse de lui. Et je ne savais pas qu'on pouvait tomber amoureuse de son bébé. Vraiment, j'ai eu un coup de foudre. Et plus je passais du temps avec lui, plus mon cœur avait comme sa moitié, tu vois. Et donc, il fallait que je le voie le maximum. Dès que j'avais une seule seconde, il fallait que je prenne mon fils comme si, voilà, on m'avait réuni mes 2 parties, mes 2 moitiés. Et du coup, est venu le moment où il a fallu lui faire le lavage mortuaire. Donc pareil, ma famille m'a dit, tu ne restes pas dans la salle, tu ne vois pas ton fils se faire laver. J'ai promis à mon fils que je resterai jusqu'à la fin. J'aurai jusqu'à la fin. Mon mari a fait le lavage mortuaire de mon bébé, notre fils. Et donc le lavage mortuaire, tu sais, c'est tout un rituel. Il était avec un monsieur qui l'a accompagné, qui lui a dit quoi faire. Et mon mari lave notre fils. Encore des images, tu vois, mais on a été jusqu'au bout des choses. Et c'est notre fierté en même temps, tu vois. Et après, il fallait le mettre dans le cercueil. Donc, ils ont fait la prière sur lui et après, il fallait sceller le cercueil. Donc, c'était la dernière fois que je voyais mon fils. Et encore une fois, tu vois, on me disait, il faut y aller, là, il faut y aller. Et j'étais pas prête, mais t'es jamais prête à ce qu'on visse, en fait, ton fils dans une espèce de boîte. Et j'ai dit, d'accord, on y va. Et du coup, j'ai dit au revoir à mon fils. Ils ont recouvert le cercueil, il l'a vissé et il a scellé la boîte. Et c'était la dernière fois que j'ai vu mon fils.
Et après, il a fallu attendre l'enterrement l'après-midi. Et mon mari a porté mon fils, donc la boîte, le cercueil. Il l'a descendu dans l'énorme fosse. Et c'est lui qui a voulu recouvrir mon fils avec la terre parce qu'il voulait faire son travail jusqu'à la fin. Et ça a été un moment, Jérém, c'était le pire pour moi parce que je savais que j'allais plus jamais avoir ma moitié. Et il voyait le monsieur de la chambre mortuaire, il a été adorable, mon Dieu, mais il m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on mette votre bracelet d'hôpital dans le cercueil et que vous gardez le bracelet de votre fils, on échange les bracelets. Et j'y ai même pas pensé, mais j'ai trouvé ça tellement intelligent, j'ai dit oui, s'il vous plaît. Et du coup, il a pris mon bracelet et il l'a mis sur mon fils, comme ça, il a dit comme ça, il aura toujours sa maman un peu avec lui. J'ai fondu en larmes parce que je lui ai dit merci. Rien qu'avec ces quelques phrases, vous m'avez beaucoup aidée. Et donc moi j'ai le bracelet de mon fils et lui il l'a enterré avec mon bracelet d'hôpital. Et voilà, il a tous les vendredis, plus trop maintenant parce que Rim, du coup la coach de vie qu'on verra tout à l'heure, m'a dit il faut pas que tu ailles tous les vendredis. Au début j'y allais tous les jours. Tous les jours. Au cimetière. Oui. Tous les jours sur la tombe de mon fils. Et je lui lisais des petites histoires, comme on lirait à son bébé qui vient de naître, tu vois. Je lui lisais des petites histoires, j'arrivais pas à me détacher de lui. J'avais l'impression que j'étais vide. Un gros trou à l'intérieur de moi. Et plus je restais avec lui, et plus je me sentais bien, tu vois. Et en même temps, à un moment, il faut partir du cimetière. Donc encore une fois... Et je lui ai lu des histoires jusqu'à finir le livre. Et après Rim m'a dit... pour le travail, il faut que tu ailles le voir moins souvent. Donc ça a été 2 fois par mois au début, et après 1 fois par mois. Et c'est vrai que j'ai une autre relation maintenant, je le vois différemment, tu vois. Maintenant, je suis très contente d'aller voir mon fils. Au début, c'était trop difficile de rentrer dans un cimetière, tu vois. Et là, maintenant, je raconte des bonnes nouvelles à mon fils, tu vois. Je dis aujourd'hui, trop bien, maman, elle a fait ça et tout, trop contente. Au lieu de lui dire au revoir, tu le retrouves tout le temps. C'est ça, je le retrouve tout le temps, en fait. C'est ça. Et je le vois d'une autre façon qui m'aide beaucoup. C'est très difficile et à chaque fois que je le raconte, Bah oui, c'est sûr, moi ça m'a... Bah oui. Bouleversée, je lutte depuis tout à l'heure, mais... Ouais, c'est... On se rend pas compte, hein, forcément, sans le vivre, mais le fait que tu me le racontes comme ça m'a... Waouh. En tout cas, tu peux être fière de toi. Merci, vous avez été digne et jusqu'au bout, vous avez fait les choses bien. Merci, Jérém. Et du coup, ton mari n'est pas avec nous parce que c'est encore trop dur pour lui d'en parler. Hein. Toi, tu as la force d'en parler, je crois même que ça t'aide. Ça m'aide, ouais. Ça évacue. Et puis surtout, parler de mon fils, c'est le faire connaître à un maximum de personnes. Et j'ai l'impression de le faire vivre à travers mes mots, donc ça m'aide beaucoup. Lui, pas du tout. Lui, il peut pas en parler, ça sort pas, tu vois. Donc, tu es une mamange. Je suis une mamange. Je connaissais pas ça. Ouais, bah moi non plus, je le connaissais pas. Et en fait, on m'a dit Cam, bienvenue chez les mamanges. Et donc ça, c'est une jolie petite boîte. Oui. Je vois des petits pieds dessus. Oui. C'est la boîte qu'on m'a passée à la maternité quand j'ai accouché. Et du coup, c'est les affaires de mon fils. Donc ce petit linge a été confectionné par les petites mamies, justement pour les enfants assez spéciaux, assez uniques. Et donc, il y a encore son odeur. Donc c'est pour ça que je l'ouvre pas tout le temps pour vraiment garder l'odeur de mon petit bébé. Ah tu la reconnais, c'est dingue. Ah oui, c'est l'odeur, elle est spéciale, je sais pas si toi tu veux la sentir. Mais... Je voudrais pas, hein, c'est ton moment à toi, je veux pas m'immiscer, mais c'est trop choupi. Ça sent mon fils, encore, et c'est pour ça que je l'ouvre pas souvent pour vraiment garder cette odeur. Et même les vêtements, dedans, ils sentent encore plus son odeur. Il a une odeur spéciale, hein, tu sais, je pensais pas qu'il allait avoir une odeur si rapidement, un petit bébé. Ouais, c'est dingue. Mais c'est vraiment, si tu sens, c'est pas du tout mon odeur ni celle de mon mari. Et du coup, ils lui ont donné un petit doudou comme ça qu'il a tenu dans ses mains. C'est trop mignon. Ouais.
et ils lui ont fait les petites empreintes de pieds. Ces petits pieds, bon, ils ont pu ils ont fait comme ils pouvaient, quoi, mais c'est les petits pieds de mon fils. Et bien évidemment, son petit bracelet, tu sais, comme je t'ai dit. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça me rappelle de bons souvenirs parce que mon fils, c'est un bon souvenir. Ce n'est pas un mauvais souvenir. Et c'est pour ça que moi, toutes les personnes qui veulent me parler de mon fils, etc., moi, il n'y a aucun problème parce que tu sais, il y a des gens, ils n'osent pas. Et en fait, moi, mon fils, c'est un bon souvenir. Heureusement qu'il est venu dans ma vie parce que déjà, il m'a fait évoluer spirituellement et puis finalement, je me dis c'est un mal pour un bien parce qu'on va pouvoir aider des femmes. Ça y est, elle me ramène son matériel. Yes, je vais la mettre ici. Un tournage dans un tournage. Ouais, grave, je te jure. Il y a trop de caméras, je sais plus où donner de la tête. Je te jure. No paparazzi, please. Du coup, toi, t'es youtubeuse, tu fais des vidéos, c'est ça, sur tout ce qui est donc make-up? C'est ça, exactement. Donc là, on va faire une vidéo make-up. Je pense que ça va être hilarant que tu me maquilles. Et tu tournes combien de vidéos par semaine? J'en tourne 2, une le mercredi et une le dimanche. Ah ouais, 2? Ouais, 2. C'est dingue. Bah franchement, c'est ma passion, j'adore ça. Mais vous pourrez d'ailleurs les plus retrouver cette vidéo au moment où je vous parle. Elle est disponible sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Vous allez pouvoir voir le carnage que je pense faire. J'ai mis beaucoup de produits devant toi. Ah bah oui, c'est une quincaillerie. Alors je pense pas que ça va être une beauté. Je vais te faire une mocheté, mais bon, du coup, on va faire une toile vivante. Une grande peinture. Mais ça, c'est quoi, du coup, ce truc-là, du vermifuge? Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer... On dirait que tu fais un match de football américain. Simba. T'as pas une éponge pour tapoter? J'ai une éponge, mais elle est sale. Et à la cuisine, il y a une éponge propre ou pas? Tu sais qu'en vrai, ça te donne grave un beau teint, hein. Machallah. Ouais, non, je me suis peut-être un peu foiré, là, non? Je vais venir tapoter et répartir. Mais j'adore. Ça va? Ferme bien les yeux, hein. Ne les ouvre surtout pas parce que je te crève un œil. C'est bien, t'as pas de moustache. Moi, j'aime bien parce que ça fait une bouche un peu pulpeuse. Bah de clown, quoi. J'aurais dû m'abstenir. C'était un dazzle stick, ça veut dire quoi, dazzle? Dazzle. Désolé, du coup. Désolé, voilà. Donc toi, tu es youtubeuse, influenceuse aussi, on peut le dire. Oui, tiktokeuse. Depuis peu. Depuis peu, et puis je l'ai pas voulu, c'est venu à moi comme ça. Donc moi, comme je t'ai dit, j'étais chez Sephora pendant des années. Et en fait, pendant le Covid, les Sephora, ils étaient fermés. Et clairement, je me faisais chier chez moi, rien faire. Donc j'ai regardé plein de tutos et tout, je me suis lancée sur TikTok. Et en fait, ça n'a pas tout de suite pris avec les tutos make-up, ça a surtout pris quand je racontais mes anecdotes Sephora. Ah ouais? Ah, mais la première vidéo, 3 millions de vues. Mais attends, mais c'est-à-dire les anecdotes Sephora, il se passe des choses de ouf à ce point quand on est vendeuse Sephora? Mais en tout cas, moi, j'ai vécu des vertes et des pas mûres. Un jour, j'étais en caisse Sephora de Passy et là, donc je suis avec une cliente et une dame arrive et elle dit dépêchez-vous, j'ai envie d'aller aux toilettes. Oui, je sens qu'on va bien rire, punaise. Non, t'es pas prêt à entendre ce que je vais te dire. T'es pas prêt. Donc, il fallait qu'elle aille aux toilettes, mais il n'y a pas de toilette à Sephora. Il n'y a pas de toilette. Moi, je lui ai dit, madame, vous avez le McDo à côté. Enfin, non, dépêchez-vous. Bon, ok, la dame, elle est partie un petit peu en mode ok. Je lui dis, excusez-moi. Elle arrive, elle me donne ses produits et là, elle fait oh. Je la regarde. Je lui dis que. Elle sort un papier de sa poche. Elle se racle les fesses et elle me montre. Non, mais c'est une blague. Je te le jure. Il y avait des excréments? Il y a la merde dans sa main, clairement. De la merde liquide, très liquide, si tu veux. Non, mais attends, mais c'est pas vrai. Je te le jure. Moi, j'étais terrifiée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit 150 €, je me rappelle très bien. Et j'ai prié pour qu'elle me donne pas de l'espèce, tu vois, vu qu'elle vient de toucher sa diarrhée. Oh! Elle me tend avec la même main 3 billets de 50. Et elle part sans prendre le ticket. Mais c'est pas vrai. Elle avait un pantalon beige. Et quand elle est partie, j'ai vu tout. Et il y avait les petites gouttelettes de diarrhée qui l'ont suivie jusqu'à... C'est charmant, c'est sympathique ta vie. Voilà, franchement, mes anecdotes, elles sont pas ouf. Non mais attends, parce que oui, j'imagine que c'est vrai que tu as travaillé combien d'années à Sephora? 6 ans. 6 ans, j'imagine qu'effectivement, il y a de tout profil de gens, quoi. Enfin... Et il y en a une autre qui m'a fait pipi. Une autre qui m'a fait caca, mais derrière un comptoir. Non mais attends, mais oui, tu rigoles. Oui, mais je te jure, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Mais c'est pour ça, je te dis, si tu savais tout ce qu'on vit en tant que vendeuse. Et justement, j'ai demandé, est-ce que je suis la seule à vivre ça? Moi, j'ai eu tellement d'anecdotes de collègues et de pépites qui ont vécu des trucs, mais juste ahurissants.
Et je me suis dit, ah non, en fait, c'est vraiment le métier de vendeur qui... tu tombes sur des cas, quoi. Aujourd'hui, du coup, tu travailles plus chez Sephora. Est-ce que tu vis de ton activité d'influenceuse? Moi, mon contrat s'est terminé. Ils m'ont dit ciao, tu vois. Et bon, je voyais que j'avais, voilà, 200 000 abonnés sur TikTok et tout. Je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire un petit truc avec ça? Je me suis laissé une année pour voir comment ça évolue, tout ça. Parce que c'est tout nouveau, les réseaux sociaux, je connais pas tout ça. Donc, j'ai regardé plein de tutos, etc. Et finalement, j'ai cartonné, tu vois. Là, j'ai 900 000 abonnés sur TikTok. Ouais, ouais, je te jure. Punaise. Et là, j'ai presque 300 000 sur YouTube, donc... T'es en pleine explosion. Ouais, totalement. C'est dingue. Et je regrette pas, tu vois. Mais c'est venu à moi comme ça. Je m'y attendais pas, tu vois. Et c'est fou de me dire que les marques qu'on me demandait de vendre à Sephora, bah maintenant me contactent pour... Ouais, je te jure, c'est fou. Faut que tu en parles. C'est fou. Bon, voilà pour les anecdotes. Est-ce que ça te dit qu'on va chercher Rim, justement ma coach de vie qui m'a beaucoup aidée dans ce cheminement? Ouais. Ouais. Elle vient là à Paris? Ouais, elle vient. Elle est venue de Lyon pour témoigner. C'est vrai? Je te jure. Et du coup, vous êtes jamais vus? On s'est jamais vus en vrai. Et je vais la rencontrer pour la première fois. Du coup, ça va être une première. Et franchement, ça a été une femme... Enfin, c'est une femme incroyable. Je suis tellement contente de la rencontrer en vrai. Mais là, il y a un peu de bouchon, donc j'espère que ça va aller. Rim, en tout cas, on arrive. On arrive, ma beauté. Enchantée, Jérémy, je suis ravie de te rencontrer. Voilà, la fameuse. Tu m'en as tellement parlé, apparemment, on se tutoie. Tu l'as énormément aidée. Ouais, merci. Trop cool. Elle a une communauté en or, ils m'ont alertée et puis voilà. Ça c'est... On va tout te raconter de toute façon. Je vous invite dans mon resto préféré, spécialité tunisienne, El Marsa à Ivry. Je vous invite, on y va. Cool. Tu vas goûter à plein de plats. Bon, toi, Rim, en tant que tunisienne, tu connais. Oh là là. C'est quoi tout ça? Et ben ça, c'est que l'apéritif. C'est pas les plats. C'est une blague. Je te promets. Non, là, tu fais tménique. Tu fais genre... Il Il n'y a pas de couvert du coup? Non. Si. Ah si, j'ai eu peur. Tu manges pas avec les mains, Non, parce que l'autre fois avec Poupette Kenza dans un épisode, elle m'a fait manger du poulet à la main. J'ai retrouvé le lendemain, j'avais encore des morceaux de poulet sous les ongles. Enfin, T'inquiète pas, tu peux manger avec les couverts. T'aimes bien? Mais non, mais c'est un orgasme. Enfin, excusez-moi, mais... Non, tu peux. Non, mais c'est vraiment waouh. Qu'est-ce que je fais ici? Je te jure, c'est trop bon. Ah, je suis contente que ça te plaise. Mais de toute façon, les briques, j'ai toujours adoré. Et puis t'as vu la déco aussi, c'est pas mal. Hein. Ça me rappelle mon voyage là-bas. J'adore. Quand est-ce que t'es partie? Ouais, plein de fois. Franchement, j'ai adoré. Le seul problème, c'est que je suis interdit de territoire en Tunisie. Pardon? Et ça fait quoi? Bah, rien. En fait, c'est ça le pire. C'est que... tu sais, je faisais beaucoup de reportages, je t'avais expliqué sur la chirurgie esthétique en Tunisie, et je filmais des opérations pour dissuader les jeunes un petit peu de faire de la chirurgie. Donc forcément, j'ai filmé des corps... on voit tout, hein, c'est des trucs sans censure. Et donc j'ai fait 2 reportages là-dessus sur ma chaîne YouTube, et la 3e fois, je suis revenu pour en refaire un autre. On m'a interdit de passer la frontière. Enfin, j'ai été retenu par la police, en fait. Je suis resté de 17h au lendemain de 10h du matin dans une salle avec des gens qui n'étaient pas acceptés sur le territoire. J'ai pas compris ce qui se passait. Ça a été horrible parce que j'avais pas mes valises, rien. On m'a confisqué mon passeport. Je suis resté dans une salle climatisée à l'aéroport pendant des heures et je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. J'ai été, mais vraiment, je te jure, du jour au lendemain, je n'ai plus eu accès au territoire. On m'a raccompagné en France avec 2 policiers qui m'ont escorté. On m'a confisqué mon passeport qu'on a donné carrément au commandant de bord. J'avais l'impression que j'étais non mais un grand criminel hein. Non mais je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est le gouvernement qui a pas dû apprécier mes reportages sur le fait qu'il y avait de la nudité, tu penses? Je pense. Bah après à Tunis quand même. Je suis dégoûtée parce que c'est un pays que j'adore. J'ai des amis là-bas, des Tunisiennes que j'ai rencontrées qui sont incroyables, géniales. Enfin, j'ai adoré ce pays. Et voilà, donc il aurait fallu que je prenne un avocat pour me retourner contre le gouvernement, pour pouvoir... Non mais ça aurait pris... Ça... Voilà, et en fait je suis interdit de territoire, mais je n'ai jamais su pourquoi. Plusieurs fois j'ai essayé de contacter l'ambassade, on ne m'a jamais donné la raison. Moi j'ai bien sûr jamais commis de délit ni quoi que ce soit là-bas, hein. Enfin je veux dire, rien du tout. Et donc je peux plus y retourner. Donc heureusement ici, j'y suis grâce à vous. Et je me rappelle, ma communauté m'avait dit merci de nous faire connaître le pays comme ça et pas comme les médias nous le montrent. Un pays où on se sent libre, où on est heureux, enfin tu vois. Et du coup, on peut plus y aller. Ok.
Donc voilà. Trop dommage. Bah ouais, je suis excédé. J'ai déjà mangé une brique entière là. Non, c'est une blague. Pourquoi c'est juste une entrée et pas un plat? Oh là là. Après t'as faim. Toi, tu portes le voile depuis pas longtemps, je crois. Hein. Ouais, depuis peu quand même, moins d'un an. Moins d'un an, ça s'est fait du jour au lendemain. En fait, c'est quand je suis partie à l'enterrement de mon fils, la dame, elle m'a dit, il faut pas que vous veniez avec les cheveux découverts. Et j'ai dit, ah bon? Et tout, elle m'a dit, oui, il faut que vous couvriez les cheveux. Et en fait, je l'ai vu comme un signe de Dieu parce que le voile, c'est une obligation en islam. Et comme moi, je faisais la maline entre guillemets en me disant c'est pas pour moi, ça serait quand je serais beaucoup plus âgée, quand j'irai à la Mecque, j'ai le temps, j'ai le temps. Rabbi Dieu, il m'a dit t'as le temps, mais tu crois que c'est toi qui décides? Donc du coup, il me l'a mis sur mon chemin comme ça. Et du coup, pour mon fils aussi, tu vois, j'ai dit regarde, maman, au moins tu vas voir, avant Malek c'était quelqu'un et après Malek c'est une autre personne. Et c'est pour tous les matins quand je mets mon voile, et ben, je prouve à mon fils qu'il fait toujours partie de ma vie, tu vois, et donc c'est un petit signe. C'est grâce à Dieu et c'est passé par Malek. On ne me siffle plus quand je me promène toute seule dans la rue. On ne me regarde plus, c'est-à-dire les hommes baissent les yeux devant moi. En fait, on me respecte, quoi. Tu vois, on me regarde plus comme un bout de viande, comme si on a envie de me dévorer, tu vois. Après, je suis personne, hein, mais c'est juste que voilà, j'aimais bien mettre des robes, j'aimais bien sortir coquette. Donc forcément, tu vois, ça attire l'œil. Et là, on me respecte beaucoup plus, juste parce que je cache mes cheveux. Et c'est tellement dommage d'avoir juste un petit bout de tissu qui fait qu'on te respecte et qu'on te voit d'une différente façon, tu vois. C'est tellement dommage. Enfin, moi, c'est un point positif, du coup, de cette démarche spirituelle. Mais pour mes sœurs musulmanes qui ne portent pas le voile, j'aurais aussi aimé qu'on les traite de la même façon, tu vois. Et du coup, tu l'enlèves jamais? Moi, je le porte jamais chez moi. Je le mets qu'en présence d'hommes étrangers qui font pas partie de ma famille. Ah, d'accord. Sinon, à la maison... Je suis considérée comme homme, d'accord. Non, mais je plaisante. D'accord. Ah, je savais pas ça, je croyais que c'était tout le temps. Non, jamais. D'accord. Je le mets que quand je filme. D'accord. Je filme ou je rencontre des hommes étrangers. Après la perte de mon fils, j'arrivais pas à trouver de réponse. Pourquoi moi? Pourquoi un bébé comme ça qui a rien demandé? Donc moi, j'ai regardé ce que ma religion disait par rapport à ça, apporter des réponses, tu vois, à mes questions. Et Dieu merci, j'ai trouvé les réponses à mes questions dans l'islam. Ça m'a beaucoup aidé. Mais du coup, par rapport au voile, j'ai dû supprimer tout le contenu que j'avais fait un an auparavant, même un peu plus d'un an. Bah oui. Et ça, moi, j'étais pas prête tout de suite, mais on m'a mis énormément de pression. Mais c'est-à-dire? En fait, quand tu te voiles, toutes les photos de toi où t'es pas voilée, etc., il faut les supprimer, tu vois, parce que maintenant t'es passé à un step supérieur, tu vois. Ah, je savais pas, d'accord. T'as évolué spirituellement et donc cette personne-là, il faudrait qu'on me voit pas sans mon voile, donc avec mes cheveux. Et donc j'ai dû supprimer très vite quand même toutes mes vidéos. Et le problème, c'est qu'il y a encore des vidéos de moi qui tournent sur TikTok parce que c'était des collaborations qui durent 1 an. Ah oui, d'accord. Et j'ai signé un contrat. Donc ça, j'y peux rien, tu vois, ça fait partie du jeu. Et je pense que, voilà, c'est pas si grave que ça. Parce qu'il y en a qui m'envoient un DM tous les jours. Cam, on te voit là, mon Dieu, on supprime. Et puis ils harcèlent la marque, alors que c'est pas le but, tu vois. D'accord. Et oui, et j'ai dû tout supprimer. Donc tout mon travail passé et les anecdotes Sephora et tout, bon, c'est... C'est un vrai chamboulement pour le coup. Totalement. Mais moi, comme ça s'est fait du jour au lendemain, quand j'ai perdu mon fils, j'ai pas pensé à mes vidéos, mes nanas. Moi, je pensais que mon fils et comment lui rendre hommage. Depuis ce drame que tu as vécu, tu as trouvé aussi quelque part un petit peu de réconfort et d'aide. J'ai l'impression même peut-être plus qu'avec un psychologue, par exemple. Totalement. En portant le voile. Totalement. J'ai fait des séances de psy, ça ne m'a pas aidée. J'ai vite arrêté. Et j'ai fait appel à Rim. C'est une femme très inspirante. On se suivait sur TikTok, mais j'étais pas, comme tous ses abonnés, j'étais pas au courant de ce qui se passait. Et dans un live, elle a exprimé un mal-être. Et je l'ai contactée et je lui ai dit, je suis là si tu as besoin, je t'offre une séance, parle-moi si tu as besoin, je suis là. Et donc toi, tu es coach de vie? Oui, je suis coach de vie psychopraticienne. Et j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent accéder à une paix intérieure
C'est pas le développement personnel, mais le développement de soi. C'est ce que je dis tout le temps. Et puis pour des problématiques de deuil, une transition ou n'importe quelle situation, des fois on a tout pour être heureux et on ne l'est pas. Il faut beaucoup de courage pour demander de l'aide, contrairement à ce qu'on pense. Merci. Tu es sa sauveuse. Ouais, non, vraiment. Alors, chacun a son cheminement, c'est pas une panacée, il y a de toute façon des hauts et des bas. On ne dépasse pas un deuil, on traverse la vie avec un deuil et il devient de plus en plus gérable, bien sûr. Mais il ne disparaît pas. Pas du tout. Je vais pas te dire que là, j'ai pas des jours où je pleure toute la journée parce que je pense trop à mon fils. Non, ça m'arrive. Mais quand même, je sais le gérer. Hello. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Bonjour. Enchantée. Tu vas bien? Ça va et vous? Vous vous connaissez? Toi, t'es une abonnée à elle, c'est ça? Oui, je suis une abonnée à elle. Une abonnée ostéopathe, c'est cool ça. J'ai de tout, je te jure. Elles sont incroyables, mes pépites. On s'est vues plusieurs fois pour mes séances et tout, et elle m'a beaucoup aidée pour aller mieux, tu vois, physiquement. Donc j'aime quand je vois Abla, je sais que ça va me soulager. Mais vous êtes vraiment ostéopathe? Je suis vraiment ostéopathe. Non, parce qu'elle a une tête, on dirait, tu sais, ma elle petite est sœur. jeune. T'as vu, On dirait elle a 11 ans. J'ai 25 ans. C'est dingue. Elle est vraiment jeune. Et talentueuse, apparemment. Et talentueuse. Forcément, avec notre expérience professionnelle et personnelle, on arrive à imaginer en fait le genre de douleur que pourrait provoquer le deuil périnatal, parce qu'on part du principe qu'il y a un lien en fait entre le psychique et le physique. Les douleurs qu'on va avoir au niveau mental, elles vont quelquefois se répercuter au niveau du corps. Et du coup, chez Camilla, je l'ai mis debout et en fait, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'à la station debout, elle avait un bassin qui était très décalé, donc très décalé, puis elle avait comme une sensation de boiterie en fait. On avait l'impression qu'il y avait une jambe plus courte que l'autre, mais en fait ça c'était lié au déséquilibre au niveau du bassin. Je me suis focalisée du coup sur tout ce qui est périnée, la région pelvienne, l'utérus, parce que voilà, ce qui se passe aussi bien sûr. avec l'accouchement, avec le fait de porter un enfant, fait que voilà, on catégorise cette zone comme la zone émotive, la zone où voilà, je n'ai pas été capable entre guillemets d'assurer à ce niveau-là. Enfin voilà, elle porte énormément d'émotions dans cette zone-là, et du coup les femmes enceintes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont refouler, renier cette zone, et ça va tellement se contracter, ça va engendrer des douleurs. En fait, le fait de penser que je suis défectueuse, eh ben, mon corps a réagi, tu vois, et donc toute cette zone-là, il fallait libérer, quoi, il fallait remettre en place. Après, Camilla, elle était quand même, on va dire, assez prête à recevoir ce genre de traitement. Il y a des femmes qui sont encore au début du deuil et se laisser toucher, en fait, c'est trop invasif, en fait. C'est comme si, enfin, voilà, vous autorisiez un inconnu à toucher la zone qui vous fait mal ou qui vous rappelle des souvenirs cachés. Il faut accepter les étapes du deuil et lorsqu'on se sent prêt, là, on va voir un ostéopathe. On ne se force pas, c'est important. Je voulais, pour clôturer cette journée, te faire une petite surprise. Je voulais contribuer aussi, moi, à ton bien-être. J'ai organisé une rencontre avec une maman qui a, tout comme toi, vécu quelque chose d'aussi difficile, un deuil périnatal, et je voulais te la présenter pour que vous puissiez discuter toutes les deux, vous aider, parce que je sais que ça te fait beaucoup de bien d'en parler. Grave. Donc, trop bien, je suis trop pressée. On va aller la rencontrer. Ben, c'est génial. Je la connais pas, hein. C'est une de mes abonnées. Ah, mais trop bien. Mais je me suis dit que ça te ferait du bien et puis ça peut être bien d'échanger comme ça entre mamans qui ont vécu quelque chose de similaire. Grave, d'avoir son retour et tout. Donc c'est parti. Merci, allez go, c'est parti. Et on y va. Allez go. Salut Jérém. Enchanté. Merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue. Camilla, Cam et du coup Margot. Enchantée Margot. Je suis ravie Cam de t'accueillir ce soir chez moi pour parler de ce sujet ô combien important. C'est dur en fait d'échanger avec des personnes qui n'ont pas vécu la même chose que toi. Donc c'est cool qu'on puisse aujourd'hui en parler entre nous. Et se rencontrer, parce qu'on a l'impression de se comprendre, tu vois. Ouais. Alors que d'autres, peut-être diront plus des choses à pas trop dire, tu vois. Margot, est-ce que tu peux du coup nous raconter ton histoire? Je crois qu'elle est un petit peu différente de la sienne. Alors en fait, je suis tombée enceinte en septembre 2020.
d'un petit garçon. Et la grossesse se déroule très bien au départ. Et arrivé à l'échographie du 2e trimestre, on lui détecte une grave malformation cérébrale et clairement incurable. Mais ça veut dire qu'au premier trimestre, tout était parfait. Premier trimestre, RAS. Tu vois donc, ta grossesse se déroule parfaitement. En fait, tu as 3 mois de nausées, mais bon, voilà, franchement, tu les supportes sans problème. Et c'est vraiment arrivé à l'échographie du 2e trimestre où l'échographiste met la sonde sur mon ventre, il tombe sur le cerveau et il voit directement qu'il y a un gros problème. Et donc là, ton monde s'écroule en fait. Mais en fait, j'ai eu une crise de panique. Pendant l'examen. En plus, le mec a été pas hyper sympa. Lui-même, je pense, il n'a pas compris et ne réalisait pas ce qu'il était en train de voir sur l'image. Et donc, il a été assez méchant. Donc, la réaction des professionnels aussi. On parle de l'entourage et des proches, mais il y a aussi le corps médical. Donc, s'ensuit à peu près 3-4 jours, 5 jours d'examens différents. Puis difficile. Où tu vois ton bébé à l'échographie, tu sais que ton bébé est voué à ne pas arriver sur Terre. Clairement, on me dit que s'il vient à naître, son espérance de vie, elle est très très limitée et le handicap sera beaucoup trop grave pour qu'il puisse avoir une vie comme nous en fait. Classique. Donc là, on commence à te parler d'interruption médicale de grossesse. On commence à te dire tu vas devoir accoucher d'un bébé mort. On va devoir arrêter son cœur avant de te déclencher l'accouchement. J'ai accouché le 1er mars, donc d'un petit gamin. Désolée. Non, c'est tout à fait normal. J'avais d'y penser, c'est compliqué. En plus, ça fait, c'est récent. Ça fait 1 an en fait. Et voilà, l'accouchement, on vit un accouchement comme une autre maman. On vit un postpartum comme une autre maman. On a tous les désagréments du post-accouchement. Nous, on n'a pas de bébé. On n'a pas de bébé. Et toi, t'as pas trop peur du coup? Enfin, je sais pas si tu y penses à avoir bien sûr, tu sais, on y pense et je suis très... ça m'angoisse terriblement. Peut-être que mon corps n'est pas prêt à tomber enceinte parce que les traumatismes aussi fait que ça te bloque. À ce sens-là, comme elle te disait, Abla, l'ostéopathe, que vraiment mon périnée était très, très... Donc moi, j'ai eu un blocage à ce niveau-là, donc ça se débloquera quand ça se débloquera, quoi. Mais tu te sens prête? Prête? Non, parce que je suis pas prête à revivre une grossesse et ça va m'angoisser avec tout ça, le deuil et tout, mais si ça vient, quoi, je vais pas, tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'il y a quelque chose je sais pas, que peut-être quand des gens qui sont extérieurs ont pu vous dire qui étaient très maladroits? Enfin, qu'est-ce qu'il faut complètement éviter, par exemple, à des personnes qui seraient des proches de gens qui vivent ça? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de surtout éviter? Je sais pas toi, mais tu en auras d'autres. Ah ouais, non. Ça, c'est le truc. Quel rapport? Mais quel rapport? Tu crois que ça se remplace, un bébé? Tu es jeune. Ah ouais. Tu es jeune, t'inquiète pas, t'en auras d'autres. Dis-toi, mon mari est parti chez un psychiatre parce qu'il fallait bien qu'il pose un arrêt maladie. Et le psychiatre a dit, mais pourquoi vous êtes dans cet état-là? Regardez comment vous êtes beau, vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Non, mais les gens, on venait d'enterrer notre fils. Et si vous deviez donner, je sais pas, des conseils en tant que femme qui ont survécu? Vraiment vouloir guérir, tu vois, parce qu'il y a aussi des douleurs physiques. Un ostéo, ça peut vraiment aider physiquement pour le corps aille mieux. Psychologiquement, s'entourer de bonnes personnes. Dès qu'il y a un feeling, garder la personne. Vraiment être dans la démarche de guérison. Et tout faire pour guérir. Et tout. Et surtout, ne jamais oublier ce petit être qui fait partie de votre vie et qui est toujours là. Et quand bien même on voudrait l'oublier, il ne s'oublie pas. Mon fils, c'est mon fils, ça a été notre premier, il sera irremplaçable. Toi, tu as 2 enfants et j'en ai un, tu vois. Et même s'ils ne sont pas là physiquement, ils ont été, tu vois.
Merci Cam pour cette journée à tes côtés. Merci à toi Jérém. Merci pour ce que tu fais. Ça a été une super belle rencontre. Malgré tout, on a évoqué plein de sujets difficiles, mais on a aussi beaucoup rigolé. Oui, énormément. Très très bonne rencontre. Je vous souhaite à toutes les deux plein de courage et plein de bonheur pour vos futurs autres enfants. Et voilà. Merci beaucoup. Je suis content d'avoir abordé ce thème et j'espère que ça pourra aider plein de femmes et aussi plein de papas. Oui, on les oublie. On n'a pas revu ton mari parce que je sais qu'il est parti au boulot. Oui. On a complètement oublié. Voilà. Entre-temps, il est parti travailler, mais il y a aussi les papas. Hein. On les oublie beaucoup. On les oublie et voilà. Donc plein de courage à tous les parents qui subissent ça et plein de bonheur à vous. Merci. À toi aussi, Jérém. Merci.